Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Up and Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. On n'a rien fait la semaine dernière, on a fait quand même un petit space là avec certains d'entre vous, peut-être que certains nous écoutent. Là on retrouve notre rythme un peu plus habituel sur les prochaines semaines. Je suis en ligne comme d'habitude avec Constant. Comment ça va, Constant ? Ça va. Ouais, bah, si vous nous suivez uniquement sur YouTube et sur les plateformes de podcast, là, ça fait 2 semaines qu'on a pas fait grand-chose. Faut nous suivre sur Twitter pendant que c'est encore possible. Hein. Après, d'ici 2 semaines, peut-être que ça sera plus le cas. Mais très heureux de vous retrouver pour parler du Thunder. Et c'est peut-être, je sais pas pour toi, Pierre, mais c'est peut-être la première fois depuis qu'on fait des podcasts à deux, donc c'est quand même depuis 2020, qu'on est aussi enjoué de parler du Thunder le 20 novembre, quoi. C'est vraiment, je me demande si on a été aussi content de parler du Thunder ces 3 dernières années. Oh, ça fait un moment qu'on n'a pas été aussi hypé, et même globalement que tout le monde n'a pas été aussi emballé parce que fait le Thunder sur le terrain, on va dire, pas au niveau de la reconstruction. Parce que effectivement, ce début de saison, et c'est ce qu'on va aborder dans cet épisode-là, est plutôt satisfaisant, voire très satisfaisant pour certains. D'autres sont peut-être même un peu enflammés sur certaines takes et sur certains espoirs de post-saison, si je peux dire. On joue le titre. On joue le titre. C'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. On va voir, on va essayer d'analyser où se situe réellement le Thunder, parce que déjà il y a déjà eu un peu deux vitesses là sur le tout début de saison et là sur le dernier match, il y a une grosse différence dont on va aborder. Voilà, on a un bilan de 7-9 au moment où on enregistre. Qu'est-ce que ça veut dire, où on se dirige? Alors, la première chose qu'on va quand même dire, c'est que le bilan est plutôt favorable vu le début de saison qu'on imaginait et vu ce que tout le monde disait de nous, et que globalement, vu le traitement national du Thunder et notamment de Shea, tout le monde semble apprécier un peu plus cette année le Thunder que les autres années. Toi, Constant, comment tu te situes là-dedans? Je sais qu'à un moment t'étais usé après plusieurs défaites, là t'es plutôt satisfait ces derniers temps, ça se ressent. Comment, avec un peu de recul là après le road trip qu'on vient de faire là, comment tu te situes là sur OKC? Bah, moi, disons que j'étais usé parce que je sentais venir les rumeurs sur le trade de chez Gilgeous-Alexander. Tu vois, après la défaite face aux Bucks, c'est typiquement le genre de situation où tu vois ton gros joueur mettre un game winner, l'équipe perd quand même le match, tu sais que par la suite, tu vas voir tout le monde qui va dire ah faut trader chez, etc. Ça arrivait en plus juste avant le match contre Toronto. Les fans des Raptors, on les connaît pour être particulièrement ingérant, c'est le terme que je pourrais utiliser vis-à-vis de chez. Donc voilà, mais là ça va mieux, même dans les défaites, je trouve que les gens sont un peu trop durs sur certaines défaites, notamment la dernière. Après, au niveau du bilan, c'est ça qui est assez étrange, c'est que 7-9, c'est pas un bilan exceptionnel, loin de là, mais tu te dis c'est plutôt pas mal. Je sais pas si on a été habitué à, si on a été nivelé par le bas au niveau de nos attentes vis-à-vis des 2 dernières saisons, et là du coup on est en 7-9, on est en mode waouh, c'est incroyable. Mais d'un côté c'est pas mal parce que 7-9, vu le calendrier qui était quand même pas évident et qui continuera de pas être évident à peu près jusqu'au nouvel an, c'est très intéressant. Là tu sors d'un road trip de 4 matchs où tu fais 2-2, ça c'est super bien. Et ce qui est bien, c'est que d'un côté, tu restes proche, si tu as des volontés réellement compétitives, tu restes proche du play-in, puisque c'est extrêmement serré à l'ouest. Ça commence un peu à s'élargir en termes de win, tu sens qu'il y a un top 6 qui se dégage, et après ça va se tirer dans les pattes avec potentiellement les Kings, les Keepers, etc. etc. Mais malgré tout, si tu veux continuer de tanker cette saison, bah t'es pas non plus très loin, puisque finalement, hormis les Rockets qui font un début de saison à la Rockets, c'est-à-dire qu'ils perdent tous leurs matchs, et puis Détroit, ça va être compliqué, parce qu'avec la blessure de Cade, là ça risque de pas être évident, mais t'es en fait totalement dans les clous pour finir avec parmi les pires bilans de la ligue, puisque Indiana gagne des matchs, Utah j'en parle pas, San Antonio ça s'est bien calmé par rapport au début de saison, mais ils ont acquis une certaine marge. Donc niveau bilan, c'est satisfaisant parce que tout le champ des possibles reste ouvert pour l'instant. Ouais, j'allais dire, tu l'as bien dit, déjà on est habitué à être loin d'un bilan à l'équilibre, même après une quinzaine de matchs, hein, je pense, depuis plusieurs années. Donc là, en fait, d'être en 7-9 et de plusieurs fois faire une petite série de victoires, après on perd quelques matchs, on refait une série de victoires, je pense que les gens sont beaucoup plus satisfaits. Après, on est beaucoup plus satisfaits par ce qu'on voit sur le terrain et ce qu'on va aborder ensuite sur ce début de saison, et par le niveau de certains joueurs, notamment Haché qui joue un niveau à l'NBA, ça on y reviendra. Comme tu l'as très bien dit par contre, on n'est pas trop mal placé en fait si tu veux jouer un peu plus haut, bien que l'Ouest
mine de rien, l'Ouest, ça commence d'être déjà solide, où à l'équilibre, t'es à 10e à peine, tu vois, t'as les Warriors juste devant, égalité de bilan avec nous, mais c'est les Warriors, tu peux te douter qu'à un moment ça va remonter. Enfin, tu vois, ça commence petit à petit d'avoir des bons bilans et de se former dans le classement, comme tu l'as bien dit, parce que Houston est en bas, Détroit est en bas, il y a que un peu cette anomalie Utah que tout le monde anticipait, mais qu'au final, c'est la meilleure équipe de la ligue pour l'instant en termes de bilan à l'Ouest. Indiana aussi. Indiana aussi, voilà, comme tu l'as très bien dit. Mais tu te retrouves, moi je trouve 12e, alors avec un bilan plutôt favorable, mais pour l'instant, vu le début de saison, je trouve que tu es à la place qui correspond à ton niveau et qui correspond à peu près à... Peut-être que tu peux rester à cette place à peu près le reste de l'année, ou pas loin, tu vois, 12-13e, je pense que vu ce qu'on a vu sur le début, peut-être qu'il y aura une chute d'une équipe ou deux au-dessus, mais peut-être que un Lakers va remonter, les Warriors vont faire de l'écart avec nous, je pense que ça c'est certain. Chicago, par exemple, à l'Est aussi, risque de gagner un peu plus de matchs que nous, quand même, sur la fin de saison. Mais globalement, c'est satisfaisant qui est proposé. Je pense que, et c'est ce qui te frustrait peut-être au début de la saison, et pas mal de gens, à un moment, on avait l'impression de pas avoir trop de progrès, et là, depuis une grosse dizaine de matchs, là, plutôt offensivement sur les derniers, mais t'as des progrès, tu vois que il y a des choses qui se construisent individuellement et collectivement, et ça faisait un moment qu'on l'espérait, et j'ai l'impression qu'on commence de le voir là sur ce début de saison, et c'est ça qui pour moi est le plus satisfaisant. Et ben ça c'est positif, on attend ça depuis je ne sais combien de temps encore une fois, et ouais, à voir la suite, tu vois, moi je suis moins hype que certains qui, chaque défaite, comme tu l'as dit, se frustrent un peu, parce que peut-être ils espèrent peut-être un play-in ou quelque chose. Moi, une défaite comme contre Boston, par exemple, rien à dire, quoi. Tu fais un super match dans le contenu, tu perds sur des erreurs de jeunesse ou parce que t'es face à une équipe aussi en forme et l'une des meilleures équipes de la ligue globalement. Actuellement, c'est la meilleure. Ouais. La défaite contre Memphis, t'es derrière tout le match, il te manque un petit truc en plus pour passer le cap, mais quand tu vois que Shea est pas bon sur ce match-là, tu te dis, bon, on fait encore un match honnête, en fait, honnêtement. Et globalement, tu vois, même par rapport aux Spurs, qui en début de saison ont gagné pas mal de matchs, ils ont pris des sacrés raclés plusieurs fois, Houston aussi, enfin, nous on n'a pas pris de grosses raclées, il y en a pas eu énormément, il y en a peut-être eu une contre Milwaukee, Ouais, qui m'a marqué. tu prends une bonne raclée. Là, c'est le premier match Ouais, face aux Bucks. mais globalement, t'es dans les matchs souvent, quoi. Bah oui, non, mais t'es quasi dans tous les matchs. Les deux seuls dans lesquels t'es pas, c'est premier contre les Bucks et le deuxième match contre Denver où t'es un peu dans les choux. Et puis c'est à peu près tout, hein. Sinon le reste t'es dans tous les matchs. Je pense que le low point entre guillemets de cette saison, le moment où les gens ont été particulièrement frustrés, c'est la défaite contre Détroit, où tu mènes de je sais plus combien, 15 ou 16 je crois en première mi-temps et tu te fais rejoindre et où ta défense n'arrive pas à faire un stop en fin de match. La défense, on y reviendra, mais cette équipe, c'est ça qui est satisfaisant, c'est que cette équipe se bat quoi sur n'importe quel match. Tu vois, typiquement le match contre Washington, tu prends un éclat dans le premier quart parce que Washington met tout dedans. Bah, petit à petit, tu grignotes, tu reviens et tu sais très bien qu'avec la capacité que tu as d'être la meilleure équipe de NBA dans le troisième quart, tu vas refaire un run au retour des vestiaires et grâce à quelques ajustements tactiques, tu parviens à revenir. Match contre Boston, j'ai trouvé que les gens étaient particulièrement durs parce que ok, tu perds parce que voilà, ta fin de troisième quart est pas bonne, parce que t'es aussi une équipe inexpérimentée, donc t'as pas su appuyer là où ça faisait mal quand les Celtics étaient vraiment au fond du trou. Et puis les erreurs qui te font perdre le match, c'est des pertes de balles sur des remises en jeu ou Guidi qui se fait choper la balle sur des turnarounds, donc c'est des choses visibles, particulièrement visibles sur la défaite qui peuvent accuser de la frustration, mais t'es en back-to-back, t'emmènes la meilleure équipe de NBA qui fout des raclées à tout le monde, chez elle, dans le clutch, tu les obliges à sortir les doigts, quoi. Jaylen Brown a joué plus de 40 minutes, c'est des minutes de playoff. Marcus Smart était en feu en plus, enfin, tu vois, sur la seconde mi-temps, il était en feu. Il a un facteur X sur la fin de match, c'est incroyable, quoi. Bien sûr. Donc voilà, moi je trouve ça très satisfaisant, et encore une fois, les Spurs, pour ne citer que, ok, ont gagné des matchs, mais quasiment chaque défaite cette saison, c'est des raclés, quoi. Ils en reprennent encore 25 contre les Clippers cette nuit, ils en ont pris 40 contre les Raptors. Donc ouais, ok, ici, en termes de victoire-défaite, n'est peut-être pas l'équipe qui amasse le plus de victoires, mais par contre, c'est une équipe dont tu sais qu'elle va jouer tous les matchs et qu'il n'y a aucun match où elle va se ramener en traînant des pieds ou en disant j'ai pas envie de jouer.
parlons un petit peu plus de ce qu'on voit sur le terrain. Je pense que le tout début de saison était assez conforme à ce qu'on imaginait de la saison. C'est-à-dire OKC qui retrouve une défense plus que correcte, voire bonne, parce qu'on était dans le top 10 en défense, etc. On retrouvait les standards un peu de l'année dernière avec un Lou Dort qui se donnait, un Shea, on en parle beaucoup, qui se donne beaucoup plus en défense, avec beaucoup de polyvalence, avec un peu de la zone aussi cette année. Ça, on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Mais petit à petit, bah, t'avais l'attaque qui allait pas, parce que tu mettais pas un tir, parce que t'étais en recherche de collectif, t'avais Shea qui portait un peu tout le monde tout seul, mais t'étais dans l'attente d'un peu de lieutenant et de joueurs qui pouvaient apporter. Dort mettait rien, t'avais quelques blessures, notamment J-Dub, qui était pas là et là qui est très bon. Voilà, t'avais des gros manques. Et là, depuis 4-5 matchs, offensivement, t'es face à une équipe qu'on a rarement vue, honnêtement, parce que ça fait depuis que Shea est là, je pense qu'offensivement, ça a jamais joué comme ça, concrètement. Sous Chris Paul un peu, mais... Ouais, mais ça scorait. Est-ce que ça scorait, courait beaucoup moins, tu vois, et t'as dû avoir des stretches comme ça où ton attaque était toute loin, quoi. Parce que là, c'est sur 4-5 matchs, quoi. Ouais. Après, là, ça court beaucoup. Depuis le début de saison et encore plus depuis quelques matchs où constamment le jeu est relancé, rebond ou remise en jeu ou autre, tout le temps on essaie de mettre du rythme, et ça c'est plutôt agréable à voir et à suivre, parce qu'au moins ça montre de l'envie, ça montre de la combativité, et t'essaies de tout de suite punir l'équipe adverse, et ça c'est plutôt cool, même pour une équipe jeune comme ça, de chercher ça. C'est quelque chose que tu demandais toi notamment, et là c'est vrai que depuis quelques matchs, effectivement, pas mal de tirs tombent dedans, voire tous les tirs. On va pas prendre l'exemple que de New York, mais même là, le dernier match, t'as des bons pourcentages qui te permettent des fois de rester dans les matchs sans que Shea porte l'attaque tout seul. Ouais, sans que Shea porte l'attaque tout seul, bien qu'il le fasse très bien. Et ça permet à, mine de rien, d'avoir une attaque, en plus des progressions des joueurs, une attaque qui marche mieux. Parce que quand tu commences à mettre des tirs, la défense doit forcément sortir un peu plus, et ça t'ouvre beaucoup plus de drive, ça t'ouvre beaucoup plus de cuts, enfin, ça te permet de faire beaucoup plus de choses, ça débloque les situations, ça c'est quelque chose qu'on espère depuis longtemps, et là ça arrive un petit peu depuis 4-5 matchs. Après, je pense qu'on shootera pas comme ça tout le long de la saison, c'est certain, mais il y a est-ce qu'on va redescendre aussi bas que le début de saison? Je pense pas non plus. Je pense qu'il y a un milieu qui va se trouver petit à petit, où les joueurs vont avoir des pourcentages corrects. Typiquement, un Dort aurait pas shooté à 18% toute la saison, ouais, je sais pas combien. Tu vois, les joueurs vont commencer d'avoir des pourcentages un peu plus cohérents avec leur vrai niveau de tir. Et là, c'est ce vers quoi on va tendre, là, je pense, dans les prochaines rencontres. Mais ça va être intéressant de voir comment on équilibre les choses. Soit tout attaque, soit tout défense, là, sur le début de saison. Mais là, il va falloir trouver un équilibre. C'est ce que je te parlais l'autre fois en off. Moi, j'aimerais bien qu'on trouve un juste milieu entre les deux. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Pour les joueurs de 2K, notamment de MyGM, vous pouvez choisir les systèmes avec lesquels joue votre équipe. Donc ça peut être, je sais pas, défense, jeu en triangle si vous vivez dans les années 90, 7 seconds or less. Et il y a un système qui s'appelle vitesse et espace. C'est à peu près ce que fait le Thunder actuellement. Sur les 5 derniers matchs, le Thunder est premier en réussite à 3 points à 43%. Bon, autant vous... C'est impossible, ça. Premier de la ligue, hein. Incroyable. Attention, Oui, premier oui. de la ligue. Hein. Donc autant vous dire que ça risque pas de continuer comme ça. J'ai pris les 5 derniers matchs parce que ça correspond au coup de mieux du Thunder, c'est à partir de la victoire face aux Raptors, qui est probablement le meilleur match de la saison. Oui, bah, en attaque, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, ça fait des années que je réclame de la pace, parce que quand tu vois une équipe qui a des difficultés offensivement, que ce soit à la création, même si c'est un peu mieux cette année, que ce soit en shot making, bah en fait t'as un des moyens de te créer ces occasions, c'est de jouer vite, parce que si tu joues lentement, ça va être encore plus compliqué d'obtenir quelque chose en attaque. Si tu laisses si tu laisses aux défenses le temps de s'adapter, le temps de réagir à ce que tu proposes, bah en fait ça va être encore plus compliqué. Là tu n'as pas le temps, c'est-à-dire que littéralement il y a des possessions où tu joues des contre-attaques sur panier encaissé, quoi. Ou en tout cas, t'as panier encaissé et tu joues comme si c'était une contre-attaque. J'ai le souvenir d'une séquence contre les Celtics où t'as panier encaissé, t'as Shea qui remonte la balle à toute vitesse et qui va réussir à choper le and-one. Ça, c'est des séquences que tu n'avais absolument pas vues l'an dernier. Et ça, c'est sans trop s'avancer sur Shea, mais ça, c'était quelque chose qui ne faisait pas l'an dernier et que j'avais pu lui reprocher, moi, déjà pour ma part. Oui, sur les 5 derniers matchs, t'as une attaque qui est exceptionnelle, notamment par ta réussite.
ta réussite des blocs extérieurs, hein, j'entends, ta réussite extérieure débloque beaucoup de choses, puisque du coup les lignes de drive pour Shea sont quand même plus ouvertes, même lui tu sens qu'il a un peu plus confiance dans ses coéquipiers, t'as beaucoup de drive and kick, de kick out, etc. etc. Après, ouais, bah, sur les 5 derniers matchs, le Thunder est la 4e attaque en offensive rating de la ligue. Bon, ça non plus, ça risque de pas durer, hein. Mais c'est intéressant de voir que cette équipe, tu vois, je pense que offensivement, sur ces 5 derniers matchs, on a vu ce que Mark Daigneault essaye de faire ou ce que Mark Daigneault voudrait que ce soit à tous les matchs. En termes de jeu proposé, en termes de réussite près du tir, même sur les drives, OKC continue de beaucoup driver et de bien exploiter les mismatchs, notamment contre Washington, où dès que Porzingis sortait, ça attaquait énormément sous le cercle parce qu'il n'y avait plus un protecteur de cercle du côté Washington. Donc voilà, offensivement, on verra combien de temps ça va durer, mais pour l'instant c'est très satisfaisant et je pense que c'est pour ça aussi que les gens sont un peu plus extatiques des victoires du Thunder, c'est que c'est pas les victoires comme face aux Clippers où c'est vraiment défensivement tu les mets la tête sous l'eau et tu domines, c'est que là c'est des victoires d'attaque, littéralement c'est des victoires d'attaque. Après défensivement oui, la défense du Thunder est vraiment pas bonne, le Thunder sur les 5 derniers matchs c'est la 25e défense de la ligue. Ça, c'est très difficile. Alors après, t'as joué des équipes qui offensivement étaient quand même de bonnes équipes. Boston, c'est la première équipe en offensive rating. Washington, qui était sur une très bonne spirale, est une équipe qui attaque très bien aussi. Même Memphis a quand même bien su attaquer. Mais t'as effectivement, ça peut te laisser sur ta faim, notamment le match contre Memphis, où t'as quand même Jaren Jackson Jr. qui te met un gros match. T'es en manque de solutions, notamment par les absences, etc. Mais tu vois sur la fin de match, par exemple, t'as beaucoup de shooters qui ont été laissés ouverts parce que les rotations étaient pas bonnes, etc., etc. Même Shea a repris des mauvaises habitudes défensivement. Alors après, ça peut s'expliquer par le fait que t'étais en fin de road trip, mais globalement, tout le road trip a pas été bon défensivement. Et tu parlais d'équilibre, toi, Pierre, mais je pense que c'est là pour le coup, ce serait trop demandé au Thunder de pouvoir faire ça. C'est-à-dire que les équipes qui sont capables de très bien attaquer tout en défendant très bien sur un match, bah, c'est les Celtics, c'est les Bucks, c'est des équipes contenders. Je te demande pas de très bien attaquer. Hein. Là, pour moi, c'est presque trop offensif. Je pense que l'identité de cette équipe-là, elle est défensive. Pour moi, on est encore sur ce point-là. Je sais pas si on peut reprocher d'être trop offensif à... Non, mais tu vois, pour moi, à terme, je pense que cette équipe-là attaquera pas aussi bien que ça tout le temps. Ça sera pas une équipe... tu vois, on va dire que quand on sera compétitif, peut-être qu'on sera, pour moi, 15e attaque. Par contre, on sera 5e défense, tu vois. J'ai du mal à voir l'inverse. C'est pour moi, c'est cet équilibre-là que tu dois retrouver dans le futur. Donc là, cette année, ça pourrait être un truc genre 23e attaque, et par contre, t'es top 10 défense, tu vois. Ouais, mais tu sais, les années où t'étais top 15 attaque et top 5 défense, c'était les années sous Russ et PG, et ça t'a pas emmené très loin. Le mieux, de toute façon, pour être champion, je crois que la stat est sortie, le mieux c'est d'être top 10 attaque et top 10 défense. Je crois que t'as pas une équipe qui a été championne qui ne s'est pas retrouvée top 10 attaque et top 10 défense en saison régulière. Bah, c'est normal, si t'attaques bien et que tu défends bien, t'as peut-être des chances de gagner un titre. Mais non, mais faut trouver un espèce de juste milieu. Faut pas retrouver la bouillie offensive que c'était sur les premiers matchs où tu mettais pas un tir, tout en... En fait, si tes tirs tombent dedans, il faut pas non plus que défensivement, tu commences à avoir une certaine laxitude, non, c'est pas ça, un certain laxisme. Ouais. C'est ça que j'ai l'impression en fait, c'est que tu te dis là on est dans un moment chaud offensivement, on court, on met des tirs, comme tu l'as dit, Daigneault ça se rapproche de ce qu'on doit vouloir mettre en place avec un partage de la balle, avec pas mal de porteurs de balle, plein de joueurs qui créent, plein de choses comme ça. Donc là c'est très positif ce qu'on voit sur ça. Mais du coup, est-ce que c'est pas au détriment d'une défense dont on a soulevé que c'était bien depuis très longtemps en fait. Globalement, OKC a toujours bien défendu quand il y avait les joueurs présents. Tu vois, c'est ça, est-ce que tu perds pas ton identité de base pour trop t'exporter vers l'attaque? C'est ça ma question en fait, et comme tu l'as bien dit, il faut trouver un juste milieu. Effectivement, on peut pas revenir en arrière comme on attaquait depuis 2 ans, où c'était chiant, honnêtement, c'était compliqué, tu savais que ça allait être très compliqué d'aller mettre plus de 100 points et de gagner le match, alors que là, oui, tu sais que tu vas scorer et tout, mais défensivement,
certes, t'es en fin de road trip, mais l'exemple de Memphis, il est criant, où ils ont très bien exploité nos faiblesses, où c'est qui, c'est Aldama et Conchar qui ont bombardé à zéro parce que ça fixait sur l'écran, etc. Ils ont super bien exploité ça. Et ça, tu le voyais beaucoup moins avant, quand t'étais plus concentré défensivement que offensivement. Où là, pour le coup, sur les derniers matchs, on est plus dans la réponse. On n'est pas tant à stopper l'attaque adverse, là on est plus en mode on va lui répondre, tu vois ce que je veux dire? Et ouais, moi j'aimerais bien trouver un milieu entre les deux, c'est un peu mon envie pour la suite là. Surtout que, en fait, ce qui ne t'aide pas non plus, c'est que les 2 derniers matchs, t'es derrière au score très vite en fait. Ça, c'est un point qui est souvent arrivé au Thunder l'an dernier, qui arrivait même souvent sous l'ère Russ après le départ de KD. C'est le Thunder qui arrive un peu en traînant des pieds dans le premier quart et qui se retrouve à moins 15. Mais là, les 2 matchs contre Washington et contre Memphis, ils sont flagrants. Et du coup, t'as peut-être cette envie d'essayer de rattraper au score offensivement sans te dire que la défense peut t'aider aussi à remonter. Mais c'est sûr que quand t'attaques à ce niveau-là, t'as un surplus d'énergie en attaquant que tu ne retrouves pas défensivement. Après voilà, le reste c'est que t'as quand même, sans vouloir forcément donner des excuses, et puis même on parle que sur 5 matchs, donc ce serait un peu trop oublier ce qui a été fait en début de saison, hein, parce que si ça se trouve sur les 5 premiers matchs, le Thunder va retomber 28e attaque et va repasser 7e défense. Hein. Il y a des moments dans la saison où ça va réapparaître, mais tu vois quand même que les endroits où tu souffles le plus défensivement sont liés à l'absence d'un joueur, c'est Chet Holmgren. C'est que là aussi où je pense que les gens peuvent être encore plus excités pour le futur, c'est que globalement, ce dont a besoin le Thunder, c'est ce que Chet va t'apporter l'an prochain. C'est ce que Chet va amener, ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Après là on est un peu dur, mais juste quand même, il y a quand même pas mal de positifs, et des choses sur lesquelles tu peux construire. Depuis le début de saison, ça perd très peu de ballons, ce qui fait que t'es l'équipe qui tente le plus de tirs de la ligue par match. C'est très intéressant comme ça, parce que tu joues vite, tu perds peu de ballons, du coup t'as beaucoup de tirs. Alors même si on n'est pas les plus ouais, même si on n'est pas les plus adroits, du coup forcément t'as plus de possession, plus de chances de tirer, et ça c'est intéressant. Et pour le coup, là où c'est un peu plus négatif, et ça je pense que ça cristallise certaines plaintes des fans, on est l'équipe qui tente le moins de lancer francs de la ligue, où globalement il y a un peu que Shea qu'on tente pas mal, et les autres on les voit très peu sur la ligne. Ça c'est quelque chose qui se corrigera avec les années, mais pour une équipe, dans la façon dont on joue, je pense que petit à petit on pourra corriger un peu cet aspect-là. Et après, encore une fois, je pense que les stats se retrouvent d'année en année sur certains points, notamment au rebond, où bah, certes on se fait dominer parfois, mais au final on n'est pas les pires de la ligue, loin de là. Tu vois, il y a toujours des petites stats un peu surprenantes, mais qui font que ça fonctionne plus ou moins ce qu'on voit sur le terrain pour l'instant. En fait, il y a certains points positifs à garder quand même si on est un peu dur, question d'équilibre là. Oui, et puis tu disais qu'on était l'équipe qui tentait le plus de tirs par match. On est aussi première en loose ball recovery. Donc sur les balles à 50-50, sur les ballons à 50-50, donc ici récupère quasiment un ballon de plus que le deuxième, qui est Indiana. Sur tout le début de saison, hein, pas juste sur les 5 derniers matchs, sur tout le début de saison. Tu vois typiquement le match contre Washington, t'as Ron Wiggins qui plonge la tête la première pour récupérer des ballons, t'as J-Dub qui plonge la tête la première pour récupérer des ballons, Dort aussi. Tu vois que c'est une équipe qui joue au hustle aussi. Hein. Ça montre que cette équipe a du cœur, c'est que globalement tu joues beaucoup au hustle, c'est ce qui te permet de remettre dans les matchs. Et puis voilà, en termes de rebond, tu souffres un petit peu, mais t'es pas non plus complètement ridicule au rebond. T'es quand même 26e en rebond pourcentage, mais tu vois, les derniers, c'est globalement des équipes qui n'ont pas de pivot. Hormis Philly qui est 29e. C'est bizarre quand t'as joué l'NBA dans ton roster. Oui. Mais tu vois, les derniers, c'est les Nets qui n'ont pas de pivot. Ensuite, t'as Dallas, Golden State, nous et San Antonio. Donc, que des équipes qui n'ont pas de pivot. Après, voilà, c'est une équipe qui se donne, et qui fait avec ce qu'elle a. Et pour l'instant, c'est suffisant pour gagner des matchs. Après, tu peux aussi te dire que t'es quand même sur 4-5 matchs, là t'es sur une semaine de très grosse qualité offensive. Qu'est-ce que ça va faire quand les tirs à 3 points vont pas tomber dedans? T'as intérêt de retrouver une défense très bonne, parce que sinon, là pour le coup, tu vas prendre des éclats. Allez, je te lance le pari, je pense que le prochain match là contre les Knicks, à domicile, ça sera pas du tout le même que celui au Garden, et ça défendra bien plus fort. Oui, c'est sûr. Je pense que la défense s'est pas trop bien exportée, mais qu'on risque peut-être de la retrouver un petit peu en revenant à Oklahoma. Et peut-être que l'adresse sera l'inverse pour le coup, à voir aussi. Et puis je pense que
les 2 jours off là, parce qu'il faut quand même pas oublier que le Thunder a joué 4 déplacements en 6 jours quand même, hein. Donc tu vois, le match face à Memphis, tu m'étonnes que Shea soit fatigué quand tu vois la débauche d'énergie. Cramé complet contre Memphis, et même globalement tous les joueurs, tu voyais que t'avais le niveau pour aller le prendre, mais t'avais peut-être pas l'énergie pour aller plus loin que ça, tu vois, où il fallait un petit run qui te débloque tout, mais il te manquait ce petit regain d'énergie à un moment pour les rattraper complètement. Puis, le moment qui fait basculer le match, c'est t'as le N1 de Guidi pour revenir à -3, possession d'après, tu prends un 3 de Conchar et le match est plié juste ensuite. Mais oui, je pense que les 2 jours déjà vont faire du bien de repos. Et puis le homestand, là, qui est quand même... les 3 prochains matchs sont à domicile, qui est quand même, j'en ai parlé en off, mais qui sont quand même assez... favorables, puisque tu joues les Knicks en fin de road trip, qui là, cette nuit, au moment où on parle, vont jouer les Suns. Je me demande si c'est pas le match de 21h30 d'ailleurs. Si c'est ça. Voilà, donc dans 1h30 ils vont jouer les Suns. Tu joues Denver qui lui aussi sera en back-to-back. Avec quoi, étant donné que Denver, étant Denver, ils ont des blessés de partout. En plus là ils ont Jamal Murray et Jokic qui ont chopé le Covid. Et tu finis ce homestand en allant jouer les Bulls. Qui globalement les Bulls c'est un peu le Titanic cette saison, c'est que ça coule de partout. Donc voilà, qui sont pas non plus offensivement très bons. Donc je pense que ouais, revenir en défense, avoir 2 jours off, te permet à Daigneault de dire bon, on va reprendre les bases un petit peu défensives et on va recommencer à se remettre droit défensivement. Là, tu fais 3 wins d'affilée et t'es à 19. Là, la hype va encore augmenter, je te le dis direct. Non, je pense que il y a moyen en plus. Il y a moyen. Sans vouloir, enfin moi je suis pas pro play-in en disant faut qu'on joue absolument le play-in sinon la saison est complètement ratée. Je suis pas pro tanking en disant faut absolument qu'on joue le play-in sinon la saison est ratée. Aussi, moi j'attends de voir ce qui va se passer. Mais les 4 prochains matchs, c'est quand même New York, Denver, Chicago et Houston en back-to-back. Normalement, t'as moyen de faire 2-2 ou 3-1. Non, je suis d'accord. Au moins ça, ouais, complètement. Parlons peut-être de quelques joueurs qui marquent ce début de saison. Là, on en a cité quelques-uns. Il y en a un qu'on est obligé de parler, puisqu'il fait beaucoup parler autour de la ligue depuis quelques semaines. C'est Shea. Moi, je m'étais noté concrètement qu'on ira aussi en termes de victoire et de bilan là où Shea peut nous amener. Là, depuis le début de saison, il joue d'un niveau All-Star, c'est sûr. All-NBA, on s'en rapproche fortement. MVP. Et là, c'est ce que j'allais dire. Si on prend le match contre Washington, c'est niveau MVP. Donc oui, forcément, tu gagnes des matchs avec un joueur de ce talent-là et de cet impact-là des deux côtés du terrain. Maintenant, on sait que Shea va louper quand même quelques matchs cette saison. On sait que peut-être qu'il y a des moments où il sera un peu moins bon que ce qu'il est maintenant, et bon, il sera peut-être encore bon, mais là il est vraiment en feu. Pour moi, quand il est plus sur le terrain, surtout avec Josh Giddey, dont on va parler je pense juste après, t'es beaucoup plus en difficulté. Bien que la balle soit beaucoup plus partagée, j'ai l'impression depuis quelques matchs là, c'est lui ta soupape offensive où dès que t'as besoin de mettre un panier, il est là. Dès que le ballon est arrêté et que t'es en galère, tu lui donnes la balle, il joue sur 1 contre 1. Il est dominant tous les matchs ou presque. Enfin, il joue vraiment comme une option 1 et comme un franchise player sur lequel tu peux t'appuyer dans le futur. On a déjà posé plusieurs fois la question si notre avis sur Shea en tant qu'un prime ou un B avait évolué, si c'était pas un AA au final, etc. Bah, c'est sûr que s'il fait des saisons comme ça et plein de matchs comme il fait depuis le début de saison, la question va se poser de plus en plus. Oui, bah même dans la commu, on nous pose la question de savoir si c'est devenu un 1A, et ma réponse est toujours la même, c'est que il fait pas partie des 5 ou 6 meilleurs joueurs du monde. Et même s'il continue à faire des saisons à 31 points de moyenne, sans vouloir leur manquer de respect, mais Bradley Beal a déjà fait des saisons à 32 points de moyenne, et je suis pas convaincu que ce soit un 1A, enfin je suis même sûr que c'est pas un 1A. DeMar DeRozan a déjà fait des saisons à plus de 30 points de moyenne, je suis sûr aussi que c'est pas un 1A. Donc pour moi le vrai juge de paix ce sera en playoff, et pour l'instant le Thunder n'y est pas encore. Oui. C'était ma réponse aussi, les playoffs. On attend. Pour moi, de toute façon c'est pas
c'est pas réinventer quelque chose de dire ça. C'est les playoffs, c'est le chemin des superstars, c'est le moment des superstars. Donc la saison régulière, c'est très bien. Hein. Je ne dénigre pas la saison régulière. Je trouve que personnellement, le trophée le plus dur à avoir, c'est MVP de saison régulière, avant même celui MVP des finales. Parce qu'il faut être très bon sur toute une saison. Mais malgré tout, c'est en playoff que se révèlent les superstars. Bref, pour revenir sur le niveau de Shai Gilgeous-Alexander, bon, Shai d'ailleurs, pas Shai, hein. On vous voit tous ceux qui parlent de NBA, là c'est Shai. C'est pas dur à dire quand même. Oui, bah il est complètement à un niveau MVP. Le Thunder n'a pas le bilan, mais s'il avait le bilan, il serait avec les Jason Tatum qui est peut-être favori pour l'instant, avec les Luka, les Giannis, etc., etc. Il est complètement incandescent cette saison. Petite stat pour montrer à quel point le Thunder est quand même assez dépendant de Shai Gilgeous-Alexander. Le on-off de Shai, il est à plus 11.3. C'est-à-dire que quand Shai est sur le terrain, la différence entre le net rating, enfin entre le rating du Thunder au moment où Shai est sur le terrain et ce rating au moment où Shai n'est pas sur le terrain, il y a 11 de net rating de différence. Donc en gros... Ouais, ce que j'allais te demander, tu parles en net rating. Oui, oui, en net rating. Donc 11 de net rating, si tu as un net rating de plus 11 pour une équipe, t'es premier de la NBA très large. Donc c'est pour vous montrer à quel point le Thunder est dépendant de Shai Gilgeous-Alexander. En percentile de on-off, il est 83. C'est-à-dire que sur 83%, il y en a 82 qui sont moins bons et hachés. Donc voilà, offensivement, il a plus de 31 points de moyenne, plus de 53% au tir, plus de 40% à 3 points, plus de 90% au lancer. Là encore, ça montre que il va pas continuer sur ce niveau parce que le seul joueur en 50, 40, 90 et plus de 30 points de moyenne, c'est Steph dans sa saison MVP unanime en 2015-2016 et Steph Curry encore cette année. Hein. Bon, le début de saison de Steph Curry, autant les Warriors sont pas très bons, mais c'est pas de la faute de Curry. Ouais, c'est ce que je veux dire, c'est vraiment pas de sa faute. C'est pas du tout de la faute de Curry. Faut plus regarder du côté du numéro 11 de Golden State et faut peut-être regarder aussi du côté du banc. Ça, c'est un autre débat. Mais ouais, en fait, je suis partagé entre le fait de me dire que... Tu vois, on peut rentrer tout de suite dans le débat, mais je suis partagé entre le fait de me dire Shai va quand même baisser ses stats. C'est pas possible qu'il reste à plus de 30 points de moyenne. Enfin, on se rend pas compte ce que c'est de tourner à 30 points de moyenne sur une saison régulière complète. C'est ok, là il y a je sais plus combien, il y a 5 ou 10 joueurs je crois qui sont à plus de 30 points de moyenne cette saison, mais on se rend pas compte, 30 points de moyenne c'est dur à tenir. Et de l'autre côté je me dis ouais mais en fait Shai, contrairement à il y a 2 ans par exemple où il avait une réussite exceptionnelle sur les pull-ups à 3, je me dis il va être capable de refaire ça toute la saison, ce qu'il est en train de faire, parce qu'en fait il vit pas sur des tirs difficiles, il vit sur de la réussite près du cercle où il est à 70% de réussite près du cercle. Et il vit sur des mid-range où il est pas non plus incroyablement efficace. Il est à 40. Facile, hein. Non, mais tu vois, il est à 47% de réussite sur les mid-range. L'an dernier, il était à 44. C'est juste que la fréquence a augmenté, mais tu vois, il est pas non plus à 55, etc., etc. Son adresse à 3 points, vu qu'il en prend peu, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça va finalement avoir peu d'influence sur son scoring. Donc en fait, il sera peut-être pas à 30 points de moyenne, mais quand je vois la sélection de tirs, et quand je vois la difficulté qu'ont les défenses pour l'arrêter, alors que pourtant ils envoient des doubles teams, hein. Faut pas penser qu'il n'y a pas des doubles teams ou qu'il n'est pas trappé sur certaines situations, mais peut-être, et je dis bien peut-être, qu'il va être capable de nous envoyer une saison à 27 ou 28 points de moyenne, parce que finalement, ces tirs sont loin d'être les plus difficiles de la ligue. C'est pas les tirs de Steph par exemple. Ces mid-range sont compliqués. Hein. C'est des mid-range avec 3-4 dribbles avant, step back, etc. C'est pas des tirs simples. Hein. Mais je suis d'accord avec toi qu'après, où avant il s'appuyait beaucoup sur le 3 points, il s'appuie plus sur le mid-range où tu sens que c'est quand même plus naturel pour lui. C'est quelque chose qu'il avait peut-être abandonné un petit peu à un moment, pourquoi on ne sait pas, mais que là il retrouve complètement et qu'il a dû travailler très dur cet été, parce que là il y a une vraie différence, comme tu as dit, de sélection de tir. Non, je suis d'accord avec toi dans le fait que cette année, bon, effectivement, ses pourcentages risquent de baisser. Là, il recommence de prendre un peu plus de 3 points, mais il est plutôt efficace et ils sont plutôt bons, tu vois, j'ai envie de dire. Il en abuse pas, il prend pas des tirs un peu n'importe comment. C'est contre Washington, il est châteux quand même. Oui, parce que... oui, il y en a un ou deux. Oui, non, mais le game winner, quoi, globalement. Parce que c'est vraiment un step back à 3. S'il le met pas, on serait dit, t'es sûr que c'était le bon choix, la Chet, de tenter ça?
Après, il a mis juste avant contre Milwaukee, il le met aussi. Ça, c'est un tir que j'ai l'impression qu'il est très à l'aise avec. Après, il y en a eu des châteux où il fait feinte, le joueur sort, il passe Ah, dessous, ça, il c'est tire contre un New peu. York, ça. Ouais. Et là, tu te dis, bon, ok, celui-là, c'est un peu de chance. Il y en a un contre Memphis Mais, aussi, je crois, en ouais, toute fin de oui, oui. possession, là où il le met au quasi-buzzer. Tu sens que il y a une certaine confiance dans Shea. Il fait jamais des trucs dans la précipitation, j'ai l'impression. Tu vois, il sait toujours à peu près ce qu'il va faire, même quand il a peu de temps sur le chrono. Ouais, je suis d'accord. Et après, ouais, ça va baisser un petit peu, mais je pense que comme tu l'as bien dit, franchement, il peut te faire une saison à 26-27, hein, ouais, honnêtement, hein. Et on y va tout droit, parce que même en faisant, comme tu l'as dit, en faisant des prises à deux, bon, les défenses vont s'adapter, etc. Je me dis quand même comme tu l'as dit, il a les armes pas pour être inarrêtable, mais pour être sur toutes les nuits, sur plus de 20 presque toutes les nuits, avec des pics comme il fait là, 40, etc. Globalement, j'ai du mal à le voir être vraiment faible comme contre Memphis, tu vois, sur plusieurs matchs d'affilée. Ça me paraît assez inconcevable, sauf il a une panne d'adresse encore une fois, mais ouais, je suis plutôt de ton avis là-dessus. Après, là, on en reparlera la semaine prochaine en live. Quand même, petit point de surcoté pas chez non plus, notamment défensivement, calme. Il y en a qui s'enflamment un petit peu. J'en ai parlé un peu en off aussi. Il défend beaucoup mieux que l'année d'avant, il défend bien, mais on n'est pas face à un défenseur élite, c'est pas le meilleur défenseur d'Oklahoma. Je sais même pas s'il est dans le top 3 pour moi. Bah moi je suis pas sûr. Donc après, ça dépend comment tu compares avec les intérieurs, mais voilà. Même avec les intérieurs, Mais hein. bah, Il y moi a je pense pas. Dort en 1, Poku en 2, Shea en 3. Bah moi je sais pas si J-Dub Wiggins, j'ai même pas devant chez. Sur les match-up, parce qu'il faut toujours prendre en compte la difficulté des match-up. Bah ouais, je Sur... pense que J-Dub et Wiggins se tapent des mecs plus durs que chez, là, sur Ah, certains... je suis pas sûr. C'est kiff-kiff, hein. Franchement, il y a C'est des passages où... subjectif, mais pour moi, le Oui, top 2 est assez clair. Après... Mais tu vois, le fait qu'il soit dans le top 3, tu puisses potentiellement l'inclure dans le top 3 des meilleurs défenseurs de l'équipe, ça n'est pas le cas de beaucoup de superstars qui Ah tournent à non, 30 points de moyenne. c'est ça, par contre, je suis d'accord avec toi que c'est un joueur, selon comment tu le définis, mais tout-est, parce qu'il a un impact des deux côtés du terrain, il est archi dominant en attaque, et il est plus défensivement. Ça, je suis d'accord, par contre. Hein. Mais ne pas le surcoter non plus, ou il est pas à un niveau des deux côtés du terrain à la Giannis non plus, quoi. Ah C'est non, juste mais là, ça. ah, tu prends le meilleur Non, exemple. mais... Mais enfin moi faut aussi le comparer à son poste. Déjà les guards en NBA ça défend pas des masses. Mais tu vois sur tous les guards là par exemple qui tournent à 25-30 points de moyenne, il défend mieux qu'un Steph, même si Steph est sous-coté défensivement, il défend mieux qu'un Donovan Mitchell, il défend mieux qu'un Trae Young, il défend mieux qu'un, je sais pas, un CJ McCollum, même si CJ McCollum met rien dedans. Il défend moins bien que des jeunes Temeray, mais bon, des jeunes Temeray, bon défensivement, mais des guards qui mettent autant de points, il y en a finalement peu qui sont meilleurs que lui défensivement, quoi. Non, ça, je suis d'accord, mais juste pas non plus... Non, ça je suis d'accord. Enfin, vu que on a vu certains trucs passer doucement quand même. Mais c'est souvent venant des gens qui ne sont pas de la fanbase d'OKC hein, qu'on voit ça. Il y en a quelques-uns Je suis qui pas s'excitent un d'accord. peu. Mais quand tu écoutes le podcast de Brian Windhorst, Ah oui, où là pour le coup, je sais plus qui, je crois que c'est pas Windhorst, c'est Tim Bontemps. Tim Bontemps, voilà, qui dit que bon après ça peut se défendre, hein, mais qui dit que en prenant rétrospectivement le trade de PG, Shea est le meilleur joueur. Il inclut Kawhi Leonard hein, là-dedans, hein, parce qu'il considère que c'est PG plus Kawhi. Il dit c'est le meilleur joueur. Bah, Bon. Bah, sur cette saison, oui, mais après sur la globalité ou sur le plafond, bon. Bah après, il a quand même dit qu'en 2022, il prenait Shea avant Kawhi. Ça, c'est peut-être un truc. Et il prenait Shea avant Ja Morant aussi, je crois. Ou qu'il y avait il y avait des arguments pour dire que tu pouvais prendre Shea avant Ja Morant aussi. Ouais, bah ça, c'est peut-être une satisfaction, parce qu'on là, on a beaucoup parlé du niveau de Shea, mais c'est une satisfaction aussi globale de voir que ça y est, là, les gens reconnaissent Shea à sa valeur. Alors, c'est difficile de pas parler de Shea Gilgeous-Alexander quand le mec, c'est même difficile de pas parler d'un joueur tout court quand le gars est à 31 points, 5 rebonds, 6 passes sur 50, 40, 90. C'est difficile de l'oublier. Mais là, t'as vraiment tout le monde, et je pense très sincèrement que si le Thunder continue d'avoisiner aux alentours des 50% et que Shea continue de cartonner, va y avoir des matchs en antenne nationale.
Je pense sincèrement que un ou deux, hein, je dis pas 25, hein, mais d'ici la fin de saison, si le Thunder reste dans la course, bouger, ouais. ça peut potentiellement attirer du monde. Et actuellement, Shea doit être dans la conversation du MIP avec Lauri Markkanen et Tyrese Haliburton. Il est dans la conversation All-Star, même si là, pour le coup, t'as intérêt d'avoir un bon bilan, parce que les guards à l'ouest, ça envoie quand même du sacré niveau, mais ce qui est satisfaisant, c'est que durant l'été, on le comparait à des LaMelo Ball et à des Darius Garland. Là, tu le compares à Ja Morant. Signe qu'il a quand même franchi une classe. Ouais, Donovan Mitchell. Donovan Mitchell aussi. Parlons peut-être du deuxième larron, celui qu'on attendait beaucoup à côté de Shea et qui, pour le coup, n'a pas du tout le même début de saison que Shea. C'est Josh Giddey. Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure quand tu parlais du rating quand Shea n'était pas sur le terrain, où c'est censé être lui qui prend un peu les choses en main. C'est compliqué depuis le début de saison. Moi je me suis noté un truc, c'est que tu vois l'année dernière petit à petit t'avais l'impression que le jeu ralentissait pour lui au niveau des lectures, des passes, des tirs sous le cercle et tout. Et là j'ai l'impression que ce début d'année ça a réaccéléré. En gros il est beaucoup plus en difficulté. J'aime bien son agressivité au cercle, j'aime bien sa confiance qu'il a en son tir, mais ça manque encore d'efficacité. Et après, il fait des erreurs que presque l'année dernière on voyait pas. Tu vois, en termes de perte de balles, on les voyait, mais là il y a eu 2-3 passages où c'était flagrant. Est-ce qu'on est sur un excès de confiance? Est-ce que c'est un manque de rythme? Est-ce que j'ai du mal à identifier ça? Après, toi et moi, on attendait beaucoup de Josh sur l'investissement défensif. C'est pas forcément ça du tout. Il y a des matchs où tu te dis, ok, ça a été, ok, il a fait les efforts et tout. Il y a des matchs où il y est pas du tout. Bon, là, ces derniers matchs, pas grand monde défendait, donc là, il était un peu excusé, mais il y a des matchs sans. Ouais, j'ai du mal à. Josh fait ses stats, mais Josh n'est pas archi satisfaisant sur ce début de saison. Hein. Non, il est pas archi satisfaisant. Après, je trouve que les gens sont durs avec Giddey quand même. Parce que faut quand même pas oublier qu'il a 20 ans, quoi. Il vient d'avoir 20 ans. Il a 20 ans et un mois. De deux choses l'une. On parlait du fait que, enfin, tu parlais du fait que le jeu s'est accéléré pour lui. Moi, je soulèverais un autre argument pour expliquer son mauvais. Mais c'est là aussi où tu te rends compte des attentes que tu pouvais avoir de Josh Giddey. C'est que tu dis, ouais, Giddey, il fait un mauvais début de saison, il est en 15-7-5. Et il fait un mauvais début de saison, sachant qu'il y a des progressions au tir. Donc ça montre quand même que, après, les stats ne font pas tout, hein, il y a d'autres trucs, mais... C'est ce que je te dis, il stat, mais je sais pas si ça a tant d'impact que. Enfin, tu vois, genre, il y a des stats en fin de match, il y a des trucs. Ça dépend, tu vois. Enfin, le symbole du début de saison de Josh Giddey, c'est le match contre Memphis. Première mi-temps, il est catastrophique. Seconde mi-temps, c'est le meilleur joueur sur le parquet, largement. En termes d'attente, de création pour les autres, il a été exceptionnel sur la seconde mi-temps contre Memphis. Donc ouais, pour moi, le mauvais début de saison de Josh Giddey, il est dû à un facteur, c'est que il a dû s'adapter à Shai Gilgeous-Alexander, là où Shai, pour moi, ne s'est pas du tout adapté à Josh Giddey. Et je dis pas ça méchamment, parce que le début de saison de Shai est exceptionnel, mais Shai, en gros, il a fait, là, sur ses 16 premiers matchs, que Shai a fait sur les 13 matchs où Josh Giddey était pas là l'an dernier, post-All-Star Break. C'est qu'il a scoré, parce qu'on parlait de Shai et de sa capacité peut-être à tenir au scoring. Faut pas oublier que sur les 13 matchs de l'an dernier, il était déjà à 30 points de moyenne. Donc ça peut être déjà un élément de réponse aussi pour ça. Mais Giddey a dû aussi s'adapter à Shai qui a globalement poussé tous les potards à fond. Alors il baisse pas en termes de usage, son usage a même augmenté sur cette année par rapport à l'an dernier. Mais ouais, effectivement, la création elle revient un peu sur les derniers matchs, mais il y a des erreurs effectivement de débutants. Les gens vont évidemment nous citer le match contre Boston où effectivement il fait n'importe quoi. Je suis d'accord, mais en fait j'ai l'impression, je sais pas si tu ressens ça aussi, mais j'ai l'impression que les erreurs de Giddey, elles sont faites quand il est avec la seconde unit et quand Shai n'est pas sur le parquet. J'ai l'impression qu'il fait moins de conneries. Peut-être parce qu'il est plus cadré aussi. Parce qu'il a moins de responsabilités aussi, peut-être. Quand il y a Shai à côté de lui, tu vois, et qu'il est peut-être pris par un défenseur un peu moins bon, du coup. Tu vois, il y a peut-être ça. Ouais, toi et moi, je pense qu'on avait espoir que les moments où Shai n'était pas là, c'était le show Giddey avec des shooters, ça distribuait dans tous les sens. Il avait de la passe pour ses drives où il est plus grand que son défenseur, il peut tirer au-dessus.
On l'a très bien vu ça dans le match à New York, où il a été exceptionnel. Et je pense que, tu l'as très bien dit pour le coup, il n'est pas catastrophique, mais les gens ont tellement d'attentes après sa première saison que, ouais, au final, on arrive à pas être satisfait d'un 15-5-6, je sais plus combien tu as dit. 15-7-5, ouais. Mais, ouais, je pense que, en fait, c'est dans la globalité que tu en attends un peu plus, et dans l'impact où, ouais, des fois, il a staté, mais sans impacter forcément OKC en termes de score. Est-ce qu'il a fait remonter l'équipe, voilà. Moi, j'attendais beaucoup à ce qu'il gère l'attaque quand Shea n'était pas là. J'attendais un peu plus d'investissement défensif. Les progrès au tir, c'est encore en cours. Enfin, ouais, je pense pas que tu puisses. Ça dépend des matchs, mais. Oui, c'est pour ça que je dis c'est encore en cours. Je pense que tu peux difficilement être satisfait complètement de ce début de saison. De là à abandonner des fois le projet, presque comme certains nous l'ont dit, ou en avoir marre. Ça, on en est à des années-lumière. Après, pour le coup, il n'est pas du tout favorisé par Daynault. Hein. On en parlait aussi en off là. Je pense que chaque connerie ou machin, il les paye cash et il a plusieurs clutches où il n'était pas là. Bon, c'est lui qui prend le plus cher sur les rotations. Ah oui, ça, y a pas de lui, Poku l'a eu pris un petit peu aussi, on en avait parlé en début de saison, mais là, sur les derniers matchs, il prend très cher. Honnêtement, il a vu le banc. Hein. Mais aussi parce que les autres performent. Et les autres sur le poste de guard, on va arriver peut-être à J-Dub tout à l'heure, mais c'est aussi parce que d'autres t'amènent des garanties offensives et défensives que Guidi ne t'apporte pas. Après, voilà, il faut le laisser faire ses erreurs, en fait. Théoriquement, c'est des erreurs qu'il va plus refaire. Et j'aime pas faire cette comparaison-là parce qu'un joueur est censé progresser, mais le début de saison de Josh Giddey l'an dernier, il n'était pas exceptionnel. Hein. Et c'est au fil de la saison qu'il a pris de l'ampleur. Il nous a un peu fait une Poku, en fait, Josh Giddey, c'est qu'il est revenu à son niveau de l'an dernier. Quoi. C'est vraiment, il a fait une régression. Mais on verra au fur et à mesure de la saison. Peut-être que Giddey va prendre un peu plus d'ampleur, peut-être qu'il va mieux s'adapter. Moi, je trouve que tout n'est pas acheté non plus. Le tir, c'est encore très irrégulier, mais il y a quand même un semblant de progression. Défensivement, il y a bien un moment où il va se remettre dedans, parce que c'est plus possible là, de pas le voir défendre à ce niveau-là. Je trouve qu'il a un peu plus de coups de génie, par exemple, que ce qu'il a pu avoir en début de saison sur les derniers matchs. Tu revois un peu plus de passes flashy, un peu plus de passes où tu dis comment il a réussi à trouver l'angle. Même d'un point de vue statistique purement, il y a quelques maigres progressions, mais ça progresse quand même. Sur le pourcentage près du cercle, il est à 60%. L'an dernier, il était à 57%, ça progresse un petit peu. Sur les short mid-range, il progresse aussi. Voilà, le problème, pour moi, il est avant tout défensivement et comment tu essayes d'exister quand Shai Gilgeous-Alexander a le ballon. Le problème, c'est que Josh Giddey n'étant pas un spot-up shooter à 3 points, contrairement à un Wiggins ou un JRE, voire même un Poku sur certaines situations, c'est plus difficile pour lui d'exister. De là à parler de non-compatibilité entre le jeu de Josh Giddey et le jeu de Shai Gilgeous-Alexander, pas encore, mais c'est sûr que tu n'as pas eu ce sentiment d'être rassuré en disant ok, les deux peuvent cartonner ensemble. Parce que même quand Giddey fait des bons matchs, c'est souvent des bons passages où Shai n'est pas là. Mais les deux ouais, pour moi, les deux sont pas incompatibles, loin de là. Et après, tu vois, tu parles... Pour moi, le off-ball de Giddey sur ce début de saison est intéressant. Je dirais pas positif, mais je dirais intéressant, parce qu'il prend des bons tirs à 3 points, alors il les met ou pas, ça, on verra par la suite. Mais dans les déplacements et dans le positionnement, c'est intéressant ce qu'il propose. Déjà, on a vu plusieurs fois d'Herbo off, parce qu'il a un super sens du rebond, et du coup, il compense pas mal de choses comme ça. Et même, tu sais, il arrive super bien à se présenter sur les drives des autres joueurs, que ça soit sur des cuts où il arrive des 3 points, ou alors où il joue un peu le rôle d'intérieur, pas en dunker spot, mais tu vois, dans la raquette, il y a c'est un exemple avec Wiggins, je crois, sur le dernier match, où il se présente super bien, il est tout seul sous le cercle, ou des choses comme ça, et ça, je trouve ça très intéressant qu'il arrive à exploiter ça, quand c'est pas lui qui a l'origine de l'action, c'est pas lui qui a la balle en main, voilà. Et après, on l'a dit en début de podcast, mais au niveau de la pace, il a un rôle très intéressant lui aussi là-dedans, hein, parce que il a tendance beaucoup à driver et à les sanctionner par layup, mais il met du rythme, il va faire les passes qu'il faut. Shea le fait aussi, mais lui aussi, quoi. Oui, bien sûr. Et puis, mais c'est là où tu peux avoir le regret, entre guillemets, c'est que ces séquences où Giddey va vers le panier et où il sanctionne après un jeu off-ball, c'est rarement Shea qui fait la passe. C'est souvent Wiggins, c'est souvent J-Dub qui fait la passe. Finalement, t'as peu de situations où tu vois les deux fonctionner ensemble, quoi. C'est ça qui est un petit peu frustrant, c'est que t'as
t'as pas l'impression que c'est chacun joue son tour, t'as souvent l'impression que c'est Shea qui joue tout seul et qui fait des passes pour décaler les autres. Il y a Giddey qui prend les miettes de temps en temps. Dort aussi, même si tu vois que lui, entre guillemets, il souffre de l'éclosion de Shea parce que Dort, son utilisation offensive a quand même bien baissé, même par rapport au début de saison. Mais voilà, ouais, ce qui est frustrant pour l'instant, c'est que les deux ont du mal à cohabiter et que Shea a fait, bah si ça marche pas, si Josh n'est pas pleinement au niveau, moi je vais être à mon plein niveau par contre. Et je vais pas l'attendre. Ouais. Non, je suis d'accord. Donc, j'ai quand même hâte de voir la suite et voir si on arrive à faire un peu plus coopérer les deux directement ensemble. Comme on a pu voir un petit peu avec Treyman sur le début de saison avec les deux, tu vois, j'ai hâte de voir ce qui peut être proposé entre les deux. Parlons peut-être d'un dernier gars. Là, ça me fait plaisir d'en parler, t'imagines même pas. Parlons d'Alexei Pokusevski, qui fait, depuis quelques matchs, là on avait parlé déjà au début de saison, mais là depuis qu'il est même revenu de sa blessure, qu'il avait fait louper quoi, 2-3 matchs? Un match? 3 matchs, je crois. 3 matchs, ouais. Il est vraiment bon. Honnêtement, on n'a jamais vu Poku jouer, je pense, à ce niveau-là, et de manière aussi régulière, bon, sur un échantillon de matchs relativement faible, mais même sur 5 ou 6 matchs d'affilée. Ce qui est intéressant pour moi, pour Poku, au-delà de l'adresse, bon, il va pas shooter tout le temps à 40% à 3 points ou 60% sur les 5 derniers matchs, je sais plus à combien il est, c'est impossible. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tu sens que le niveau plancher a augmenté, que il fait des bien meilleurs choix, là, en tout cas sur les derniers matchs, il fait beaucoup moins de conneries, etc. Et on parlait, toi et moi, de son rôle. Et là, est-ce qu'on l'a trouvé? Je sais pas. Mais en tout cas, il s'est affirmé comme un titulaire presque indiscutable maintenant. Enfin, il est dans le 5 majeur presque automatiquement quand il est disponible. Et il a un impact régulier, notamment au contre et défensivement, où, tu l'as dit tout à l'heure, tu le mettais top 2 défenseur d'OKC. Donc déjà, pour que Poku soit là, on est sur une grosse progression. Ouais, bah c'est... Globalement, vous voyez tout ce que fait Poku. Vous mettez tous les potards à +5 et vous avez l'utilisation de Chattelgram l'an prochain. Il y a de quoi saliver, hein, parce que quand on voit ce que fait Poku, vous vous dites « Ah oui, tu rajoutes quand même Chattelgram là-dedans, c'est intéressant. » Oui, bah, alors le problème c'est que Poku, il risque certainement de louper des matchs là, parce que vu comment la cheville a tourné à Boston et contre Memphis... Bah, il y a une vidéo qui vient de sortir où il est en train de shooter, là, il y a 1 heure, avec un strap à la cheville, donc qu'il avait déjà contre Washington, ouais. par exemple. Mais bon, moi je serais plutôt prudent sur le fait de Calmos. Calmos. Après, le problème c'est que Darius Bazley est pas là, que globalement, si t'as ni Poku ni Bazley à l'intérieur, ça va commencer à devenir compliqué. Oui, bah Poku est à un niveau là que je pensais pas voir, très honnêtement. La progression est là c'est quand même très intéressant, c'est-à-dire que on est passé d'un joueur qui dans sa saison rookie shootait à 52% près du cercle, là il est à 73. Bon, c'est très intéressant. On est passé d'un joueur qui shootait l'an dernier à 29% à 3 points à un joueur qui cette année shoot à 43% à 3 points. Donc en termes de progression, là c'est pas mal, effectivement. Si t'as la défense de Bazley plus la capacité de shooting de Mike Muscala, l'an dernier, hein, pas de Mike Muscala cette année. La fusion. Là, oui, effectivement, tu commences à avoir un joueur qui est très intéressant. Mais bon, moi je pensais que ce joueur-là, ça allait être Chet Holmgren, que ça allait pas être Alexei Pokusevski. Sans se projeter, curieux de voir comment tu vas potentiellement faire fonctionner les deux ensemble sur le parquet. Mais voilà, c'est Poku, défensivement, il est presque comment dire, nécessaire, j'ai pas le terme exact, mais il est comment dire, il est mince, aide-moi, il est Ouais, je vois pas d'où tu veux en venir, si c'est pas nécessaire. Primordial. indispensable, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouais, c'est pas loin, ça va, j'étais pas loin. Il est indispensable en fait à cette défense du Thunder parce que Poku, il t'enchaîne les matchs à 2 contre en fait. C'est Poku, il a joué 14 matchs cette saison, il y en a 12 avec au moins 1 contre, et il y en a 8 avec au moins 2 contre. En termes de capacité à protéger l'arceau et d'être un minimum dissuasif pour les adversaires, bah, c'est un peu le seul dans l'effectif qui est capable de faire ça, en attendant potentiellement le retour de Bazley. Et offensivement, bah, tout de suite, quand tu lui donnes un peu moins la balle dans les mains
et quand tu lui donnes un peu moins carte blanche avec la seconde unit en disant vas-y fais ce que tu veux, bah tout de suite il fait un peu moins de conneries. Et je pense que le fait de se retrouver dans le 5 majeur le sert plutôt bien parce que du coup il a moins la balle et il a plus d'opportunités de trouver des paniers faciles, d'être servi dans un corner et moins de responsabilités offensivement que ce qu'il avait l'année dernière. D'ailleurs son taux d'usage a baissé sur cette année par rapport aux 2 précédentes années. Donc oui, Poku très intéressant défensivement, très intéressant offensivement même quand il met pas ses tirs. Après j'ai toujours des problèmes avec sa pose d'écran où est-ce que tu peux Il les appeler pose ça pas. des écrans? Non, J'appelle ça plus des... il les feinte. Oui, il fait que des feintes d'écran, des screen flares, on appelle ça. Mais j'ai plus l'impression que il pose des smartphones que des écrans. Mais après, voilà, c'est... J'attends parce qu'on le connaît beaucoup. Hein. On Oui, sait que après, ça ça peut peut être 5 repartir matchs dans l'autre sens. exceptionnels et après ça peut repartir. Parce que le début de saison, il Mais, était pas bon. mais je suis pas sûr qu'on ait eu un run comme ça de Poku déjà depuis le début de sa carrière. Donc ça, c'est intéressant. Fin J'aime de bien saison comment il se dernière. trouve. Ouais, mais c'était différent parce qu'il y avait personne, tu vois. Là, c'est dans une équipe qui joue plus ou moins quelque chose pour l'instant. Tu vois, d'ailleurs, avec cette citation de Mark Denault incroyable après le match contre les Celtics, où même lui, il n'y croyait pas, apparemment, il y a 2 ans, à beaucoup. Oui, il a dit Non, mais si vous m'aviez dit il y a 2 ans que Poku défendrait il faudrait 35 à 35 sur Horford, Orford. j'aurais dit que vous étiez un homme bourré ou Donc il fallait faire un test d'hybriété, ouais. Oui, C'est voilà. incroyable. Mais j'aime bien ça, comment il se trouve avec Shea. Tu sens que ça commence d'être naturel, que sur ces faux écrans, là, il le joue plutôt bien, il lit bien le jeu, il y a toujours ces feintes de main à main où il va dribbler ensuite dans la raquette de manière tout penaude, où tu te demandes comment il est passé. Non, globalement, dans les choix, t'as pas mal parlé défensivement, mais offensivement, dans les choix, il est intéressant et je trouve qu'ils se font très bien dans le collectif. Tu sens que pour le coup il arrive à s'inscrire dedans et c'est pas que ça lui plaît mais que ça lui convient pour l'instant. Tu vois, il y a pas mal de situations où là sur le dernier match il se retrouve avec JRE, c'est lui qui va dire à JRE attends on commence de ce côté là machin, tu vois, j'ai même vu des situations comme ça où il est replacé, il s'adapte bien à s'il est poseur d'écran ou s'il est plutôt hors de la raquette off ball. Franchement, non, je peux être que satisfait de mon Pokémon là sur cette partie de saison parce que il montre des progrès de fond. C'est ce que je disais avec toi, et même par rapport à Wiggins ou J-Dub. Certes, il y a de l'adresse qui est là depuis quelques matchs, mais je trouve que ces joueurs-là, depuis le début de saison, et là petit à petit sur les matchs qui viennent de se passer, il y a des progrès de fond, de base de niveau en fait. Et ça, c'est ce qui est plus recherché que juste une période où le gars est en feu, quoi, tu vois, où il met tout, mais au final, le jour où ça s'arrête de mettre dedans, il n'y a plus rien. Je trouve que les joueurs progressent voilà, sur leur niveau réel, et c'est le cas de beaucoup pour l'instant. Alors, le chemin est encore long. J'ai hâte de voir effectivement, moi aussi, comment tu pourras le faire évoluer avec Chet. J'ai pas trop de doutes, parce que t'auras une raquette super fine, mais tu les mets en 4-5, ça peut être super drôle et super intéressant et super chiant à attaquer pour les adversaires sous le cercle. Mais j'ai hâte de voir dans le futur jusqu'où il peut aller s'il continue comme ça, même dans les prochains matchs. Ouais, après, ce qu'on peut lui reprocher, c'est quand même de faire 2m14, ou je sais plus, d'être un 7-footer, donc il fait 2,08, et de pas dunker quand Ouais. il est près du panier. Il fait plus que ça, je pense. Sur Il fait Clean au the moins Glass, 2-10. il est listé à 7-footer, donc Il fait au moins 2-10, je pense, quand tu le vois. Mais, ouais, oui, il a ouais, plus il a tendance 2,13. à faire des faux dunks, même. Dunk moi Tu 7 sais, balles, quoi. ouais, mais même quand il dunk, tu sais, c'est des dunks où il pose la balle, tu sais, il va pas arracher le cercle ou se pendre vraiment au cercle, enfin, tu vois, il finit avec son toucher, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, il a pas stagné. Fais-moi des vrais dunks où t'écrases tout, parce que... Il en a déjà fait un ou deux, en plus, en fin de contre-attaque, Oui, notamment oui. l'année dernière ou il y a 2 ans. Ou... Non, mais même cette année, mais dans le trafic, t'en as pas beaucoup, hein. Et même il y a des situations où il pourrait dunker, il fait un espèce de push-shot, là, à 2 mètres du cercle. J'ai le souvenir je crois que c'est contre Washington, ou peut-être contre Memphis, c'est l'un des 2 derniers, où il est tout seul sous le panier, il fait un push-shot, il loupe le panier, après il reprend le rombo off, et il va marquer. Va dunker directement, tu vas te faciliter la tâche. C'est souvent qu'il loupe le premier tir, là, et qu'après il le reprend, il marque. C'est la spéciale. Ça c'est presque la Hamidou Diallo, ça c'est Ouais. meilleur Oui. deuxième Oui, je me tir de la souviens, c'est NBA, vrai. ça. C'est vrai, je me souviens. Je me souviens. Constant, on va arrêter là. On va garder de la maille pour le live de la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on va aborder presque individuellement chaque joueur.
On va essayer de les noter avec vous directement sur Twitch. Donc pour parler de J-Dub, de Wiggins qu'on a cité, voilà, même ceux qu'on a cités aujourd'hui. On va les noter la semaine prochaine. D'ici là, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, Twitter, Instagram, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à débattre avec nous là du début de saison, à lâcher 5 étoiles notamment sur Apple Podcast. Et 3 matchs cette semaine, c'est ça, 3 ou 4 4. Ceux que j'ai cités, New York, Denver, c'est que les Rockets c'est dimanche, Chicago et Rockets. Non, ouais, Rockets c'est en back-to-back. Même 5 matchs. Non, attends, je dis des conneries. Non, les Rockets c'est samedi, donc on n'aura malheureusement pas fait le match face aux Rockets. On fera la notation à partir du match face à Denver. Donc ouais, on aura le homestand supplémentaire et ça fera 19 matchs pour le Thunder cette saison. On approchera des 20 matchs, ça sera l'occasion voilà, effectivement de les noter individuellement. Donc si c'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne Twitch pour ne pas manquer ça. Et on se retrouve très vite. Salut à tous. Salut.